France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Ainsi, le Grand Forum consacre une édition spéciale jusqu'aux 18h avec rien que des femmes. Je suis un peu l'intrus dans l'histoire. Bonjour Hanan Zawani. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et auditrices, salam alaikum. Ma chère Hanan, tu seras accompagnée de Nadia Lazouni et de Fatima Ouassa qui vont nous rejoindre au cours de cette émission. Pour mon plus grand plaisir, oui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec toi, sachant que on vous a invité à nous préparer des avis tranchés en lien évidemment avec cette journée du 8 mars. Tout à fait, alors moi pour mon avis tranché justement, je vais parler des femmes des quartiers populaires et je vais les appeler à prendre le pouvoir politique. Et pour mon coup de cœur, je le dédie à la femme palestinienne, mais on en reparle en fin d'émission. Absolument. Et aujourd'hui donc c'est la journée des droits des femmes, le 8 mars, et tous les autres jours, j'invite les hommes à respecter les femmes. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Jusque 18h, c'est parti pour votre édition. Plus qu'à nous respecter, à nous soutenir, à être nos alliés. Absolument. Voilà. Parce que les hommes aussi ont leur rôle à jouer à l'occasion de cette journée. Exactement. Je vous emmène à 8 mars 1974, non pas pour parler du début de la journée de la femme, mais de l'inauguration de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est le Premier ministre Pierre Messmer qui inaugure cet aéroport, le CDG, comme on dit. 10 ans de travaux auront été nécessaires pour voir apparaître l'aérogare le plus moderne d'Europe. Elle sera ouverte au public à partir du 13 mars. Les premiers vols rallieront Paris à New York et vous connaissez maintenant le succès de cet aéroport mondialement reconnu avec de nombreux vols internationaux et depuis bien grandi avec d'autres terminaux. On parle même encore de travaux et de futurs terminaux dans cet aéroport Charles de Gaulle. À 8 mars 74, c'était donc l'inauguration de cet aéroport. Le Grand Forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, on est là évidemment messieurs dames sur France Maghreb 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à vous qui nous rejoignez pour cette émission spéciale. Comme d'ailleurs tous les 8 mars depuis de nombreuses années, en fait depuis que je suis à France Maghreb 2, vous savez que la programmation musicale est exclusivement féminine aujourd'hui, ma chère Hanan. C'est que des femmes qui chantent aujourd'hui, qui s'expriment. Voilà, donc et à l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on réserve la place, la priorité, j'ai envie de dire, aux femmes qui interviennent pour nous raconter, comme je disais tout à l'heure, des anecdotes. Vous avez peut-être été victime d'islamophobie, ou vous avez peut-être été aussi reçu des réflexions sexistes. On parle beaucoup d'agressions aussi dans les transports, au travail. Vous pouvez nous appeler évidemment pour vos témoignages. Le numéro de téléphone, notez-le bien, 01 40 33 9000. J'ai envie de dire. Il y a des femmes aussi qui veulent nous appeler pour parler de leur évolution en entreprise. Absolument, leur carrière. Voilà, leur carrière. Est-ce que c'est plus difficile? Comment est-ce qu'elles doivent se faire respecter? Les inégalités entre hommes et femmes en matière de salaire. Exactement. Qui continuent de persister. Et la question du jour, elle est un petit peu provocatrice, mais c'est fait pour ça en même temps. Est-ce que cette journée du 8 mars sert-elle les luttes des femmes? Et je dois dire que vous êtes en grande majorité à répondre non, ma chère Hanan, que ce soit d'ailleurs sur Facebook 81%, que sur Twitter 86%. Vous pouvez continuer de voter évidemment sur LGF officiel ou sur France Maghreb 2 sur Facebook. Hanan, on a regardé un petit peu les gens qui votent, il y a beaucoup d'hommes quand même. Alors on a regardé effectivement dans les non, on n'a pas été voir les oui. Dans les non, oui, il y a une majorité d'hommes effectivement qui pensent que non. Donc assez non, peut-être même pas surprenant ce résultat. Peut-être juste l'expression en fait l'impression en fait que donnent certaines féministes, en tout cas qui sont médiatisées, c'est qu'effectivement elles sont peut-être dans une lutte contre l'homme, alors que non. Voilà. Alors peut-être que effectivement ils se disent que c'est une lutte qui nous dessert en réalité. Absolument. Alors 01 40 33 9000 pour répondre à cette question. Est-ce que finalement cette journée du mars Après c'est tout simple. Peut-être que c'est juste par sexisme aussi. Peut-être qu'ils veulent pas en fait. Peut-être. Le droit à l'égalité, mais plus que le droit à l'égalité en réalité, parce qu'on parle beaucoup de parité. Donc la parité effectivement c'est 50% d'hommes, 50% de femmes en entreprise, en politique, etc., etc. Mais peut-être plus. Ce qui convient de mettre en avant, c'est l'équité
plus que la parité. Oui, l'équité, exactement. Voilà. Bon, on fait une petite exception, il y a un homme qui va absolument intervenir. On laisse parler. Ah bah il a raccroché, voilà. Il a compris que c'était pas son jour. 01 40 33 9000, évidemment, mesdames, vous avez la parole et répondre à cette question vraiment. Est-ce que cette journée du 8 mars sert-elle des luttes des femmes ? Est-ce que ça a servi quand même? Faut replonger un peu dans l'histoire, le droit de vote, justement l'égalité entre hommes et femmes. Il y a plein de manifestations à travers le monde, pas seulement en France, mais à travers le monde, sur sur tous les continents d'ailleurs du monde. Aujourd'hui, cette journée, j'allais dire, est pas une journée festive, mais une journée de manifestation, de réclamation, de droits, des luttes, enfin des droits d'égalité, entre hommes et femmes, pour obtenir justement l'égalité dans pas mal de pays. On sait que c'est un peu compliqué. On va dire que quand même en France, c'est compliqué, mais ça l'est un peu moins que dans d'autres pays. Anan, faut être relatif. Bah écoute, oui, objectif, complètement. On va en parler tout à l'heure dans mon avis tranché, notamment par rapport à la position politique, à la position politique des femmes et à leur place en politique. Donc effectivement, il ressort quand même qu'il y a des inégalités encore plus prégnantes dans certains pays, donc notamment musulmans, comme le Qatar, le Brunei et l'Arabie Saoudite également, ouais. Mais pas que. Voilà. Pour la petite histoire, il y a un chanteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tamer Hosni, qui est un artiste connu, un Égyptien, qui va se produire en Arabie Saoudite fin mars. Ah oui. Et sur les billets, c'est marqué interdit de danser et de se trimousser. Bon, oui. Alors, oui. C'est voilà, juste le rire de Hanan pour résumer un petit peu ce que la manière de penser. C'est peut-être une fatwa, effectivement. Une nouvelle fatwa. Non, elle est pas nouvelle. Je crois qu'elle est. Non, mais il y en a une toutes les 5 minutes là-bas. Elle est ancienne, et puis il y a même des hadiths. Après, est-ce que le hadith est de bonne source ou pas de mauvaise source en fait, qui dit que juste en fait de balancer la hanche à gauche et à droite. Déjà c'est très très mal, alors que on a d'autres hadiths où on a d'autres expressions, notamment un où on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui assiste en fait à des fêtes, à des mariages, et où la mixité de absolument mise, quoi. Ouais. Alors notre Momo, il est revenu. Bonsoir Momo. Bonsoir Christophe, vous allez bien? Ça va très bien Momo. Bonsoir Christophe. Bonsoir madame. Momo. Ah Momo, pardon. Bonsoir, Momo qui nous appelle de Paris. Ouais, bonsoir. Alors moi je voulais déjà intervenir, attendez, je vais couper la radio parce que c'est pas bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien Momo. Allez-y. Ouais. La dame a parlé quoi d'égalité hommes et femmes? Oui. C'est bien ça, hein? Oui, il y a pas que la dame, hein, c'est tout le monde. Pas la dame, hein, attention. Ouais, il y a pas que vous, je comprends. Mais je vais vous poser une question, chère madame. Allez-y. Moi je travaille dans le bâtiment, je remue du ciment avec une pelle et du sable et tout. Est-ce que vous savez le faire ça? Alors moi, pour vous est-ce répondre, que vous pourriez le faire, ça, chère madame? Pour vous répondre, donc, cher monsieur, on peut pas être égal, on peut pas être égaux, madame. On peut alors, pas être égaux. Oh là là. C'est faux. Non, ah bon? Non, laissez-moi. Attendez, Momo, laisse-la répondre. On peut pas être égaux, c'est pas possible avec la femme. L'homme et l'homme, et la femme, elle est la femme. Arrêtez de dire aux gens que la femme et l'homme, ils sont égaux. C'est pas vrai, ça, c'est faux. Alors, il y a des travaux, vous pouvez pas faire, chère madame. Vous pouvez porter du carrelage, vous, au 6e étage, sans ascenseur. Alors, je vais vous répondre. Vous n'allez pas le faire. T'es chaud, Momo, là. Vous aurez besoin d'un homme. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Momo. Alors, pour répondre à Momo qui ne m'a pas laissé prendre la parole, et parce qu'il est très très agressif, il se trouve justement que j'ai travaillé dans le bâtiment en tant que chargé d'affaires et que j'assistais. Chargé d'affaires, non, tu faisais pas du ciment, rassure-moi. Je faisais pas du ciment, mais j'avais en charge une équipe dans le BTP de plaquistes et de peintres. Donc effectivement, je suis d'accord avec le monsieur que dans le BTP, c'est quasi essentiellement une population masculine, parce que effectivement en termes de charge de poids c'est assez important, mais n'oublions pas que de plus en plus ont accès à la formation des femmes peintres, des femmes carreleurs, des femmes maçons, et que le poids de la charge effectivement il est important, mais de toute manière si on doit suivre les règles de sécurité qui ont lieu dans le bâtiment, c'est un poids de charge qui est imposé par rapport à un poids et aussi par rapport à une posture. Donc monsieur, permettez-moi de vous dire que je suis capable de porter du carrelage pour ma part, parce que je suis très fine, 5 à 7 kilos, peut-être que j'irai un petit peu plus rapidement, mais que du coup je perdrai moins de temps en fait dans les finitions, donc j'aurai un travail qui serait beaucoup plus esthétique qu'un homme. Voilà. Et puis je rajouterais à Momo que moi j'ai eu à rencontrer dans ma vie une femme qui travaillait dans un garage automobile
et qui était la meilleure du garage. Et à chaque fois qu'il y avait une panne un peu compliquée, ben c'est madame qui mettait la main dans le cambouis, si je puis dire. Et juste pour être encore plus complet, pour raconter un peu ma vie, je le fais de temps en temps. Moi à la maison, vous savez, je suis vraiment pas manuel pour un sou. Ma femme a fait tout. Enfin, elle fait voilà tout ce qui est jardin, tout ça, machin, c'est elle qui fait. C'est elle qui fait la peinture, c'est elle qui fait le papier peint et tout ça. Moi, je l'ai vu de mes yeux, c'était juste magnifique. Donc Momo, quand même, revois un peu tes classiques. Fatima Wassak. Bonjour Fatima d'ailleurs. Oui. Au passage. Fatima Wassak. Bonjour. Bonjour ma chère Fatima. Tu as loupé le commentaire macho de l'après-midi. Voilà, signé Momo qui disait à Anan, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes parce que vous pouvez pas faire ce que je fais, le ciment, le carrelage, tout ça, vous savez pas le faire, donc arrêtez de dire qu'on est égaux. La fameuse différence de force physique. Voilà. Qui crée les inégalités. Voilà. Bonjour Fatima, comment ça va et bonne fête. Ça va, merci, bonne fête de... Est-ce qu'il faut dire bonne fête d'ailleurs? Bonne fête pourquoi? Bah pour votre journée là, c'est votre journée mesdames. Mais c'est pas une fête en fait. Non, voilà. Je sais, c'est une journée de célébration, de manifestation à travers le monde. Oui, surtout que c'est pour dénoncer des inégalités, des injustices, des discriminations. Donc c'est pas vraiment. C'est pas vraiment une fête, effectivement. D'ailleurs, il y a une manifestation cet après-midi, une manifestation en soutien aux femmes palestiniennes, je crois, qui démarre depuis 17h à Opéra. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de, enfin j'espère qu'il y aura beaucoup de monde en l'occurrence pour soutenir notamment Aït Hamimi qui est toujours en prison en Israël. Alors Christophe, juste je reviens sur un article si tu me permets de le lire où je suis intervenue sur le site de lamarocaine.com il y a quelques années, ça doit faire pratiquement 10 ans, où en fait on me posait la question quel est votre conseil pour les femmes qui veulent réussir. Donc ça prend quelques lignes, si tu permets je le lis pour donner ma position. On y va. Voilà. Alors, je pense qu'une femme a le devoir de faire respecter sa différence pour les futures générations de femmes. Nous ne sommes pas les égaux des hommes, nous sommes bien plus. Nous sommes femmes d'action, mères et épouses. La sérénité et l'accomplissement pour une femme passera par un équilibre de ces trois rôles. Pour réussir, il nous faut trouver ce point d'équilibre avec l'appui et le soutien des hommes. Alors, ne nous soumettons pas à une pression que nous ne pourrons supporter dans les prochaines décennies en nous revendiquant à tout prix comme l'égal de l'homme. Faisons tout simplement respecter notre différence pour réussir pleinement. Voilà, ma vision de l'égalité, de l'équité, de la complémentarité. Qu'en pense Fatima Wassak? Qu'est-ce que je pense de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Du texte d'Anan. Oui, très bien. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Je souscris. Bon, eh ben c'est formidable. 01 40 33 9000. Alors on laisse la priorité évidemment aux demoiselles et aux femmes aujourd'hui, mais je vois que ces messieurs ont vraiment envie de s'exprimer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un désir de faire valoir sa côté masculinité. Voilà, c'est ça. Abdel, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Abdel. J'espère que tu n'es pas macho, déjà, toi. Ne comptez pas sur l'homme musulman déjà pour vous mettre sur un piédestal égalitaire. Ça, vous pouvez rêver. L'homme musulman, en particulièrement l'homme musulman, et je m'appelle Abdel, mon père est un hajj, ma mère hajja, je suis d'une famille musulmane. C'est un homme jaloux, possessif, machiste, qui aime rabaisser la femme. Et souvent, s'il la voile dans les pays arabes, c'est parce qu'il est jaloux et il veut pas qu'on la regarde. Alors je te pose une question, Abdel. Et c'est très courant chez l'homme arabe. Je te pose une question. Ne comptez pas, mesdames, sur l'homme arabe, le musulman, pour vous mettre sur un même pied d'égalité. Abdel, est-ce que je peux te poser une question, juste sur cette partie? Vas-y, Christophe, je t'en prie. Est-ce que c'est dû au comportement de l'homme en tant que tel, ou est-ce que, selon toi, ça émane de la religion? C'est parti. Alors déjà, ton avis personnel. Ça vient pour moi de l'homme arabe. Hein. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. La religion amplifie ce comportement qui est complètement idiot. Et c'est là qu'on va pas être d'accord, Abdel. C'est là qu'on va pas être d'accord parce que justement, si tu lis bien le Coran, les textes religieux, etc. Oui, mais il est mal interprété. Il y a vraiment pas de supériorité de l'homme par rapport à la femme. Après, effectivement, il y a ceux qui veulent l'interpréter comme ils le veulent. Mais voilà. Oui, Fatima, vas-y, je t'en prie. Parce que là, en fait, bonjour Abdel. Bonjour. En fait, ce que vous dites, en fait, c'est très raciste. En fait, vous mobilisez des représentations racistes. C'est pas parce que vous êtes vous-même un homme arabe que vous ne tenez pas des propos racistes. Alors, parce que vous dites, voilà, vous nous interpellez.
Hanan et moi, en nous disant voilà, ne comptez pas sur les hommes arabes, mais on vous a pas attendu, Abdel. Il se trouve que personnellement, je suis mariée à un homme arabe. Et il est pas du tout ce que vous décrivez. Je suis la fille. Juste fini. Je suis la fille d'un homme arabe. Il est pas du tout ce que vous décrivez. J'ai des frères arabes. Ils ne sont pas du tout ce que vous décrivez. J'ai un fils arabe. Il a que 2 ans, mais j'espère, Inch'Allah, qu'il sera pas ce que vous décrivez. Donc il faut pas mobiliser sous prétexte que vous êtes arabe. Faut pas mobiliser. Je finis. Faut pas mobiliser des représentations racistes. Non, je viens d'arriver. Des représentations racistes que vous avez entendues sur BFM TV ou je ne sais où, et que vous allez pouvoir ici déblatérer à la radio, parce que c'est très très choquant. Je tiens à vous le dire. Non, moi, en tant que femme arabe, je vous dis que ce que vous dites est très 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 choquant. C'est pas parce que vous êtes arabe que ce n'est pas raciste. En tout cas, c'est bien. Tu nous as réveillé, Fatima. C'est bien. Christophe, est-ce que je peux développer, parce que moi mon temps est limité. Oui, non, mais vas-y, réponds. C'est pas dans la totalité, mais c'est un comportement qui est très courant chez les musulmans. Et vous avez fait un sondage sur les millions d'hommes arabes. Est-ce que vous avez fait une enquête, un sondage? Est-ce que vous êtes parti dans tous les pays arabes pour faire votre petite enquête? Je vais vous dire une chose. Ça part de représentation raciste médiatique. Mais parce que vous dites des choses horribles. Vous dites des choses horribles. Si ça avait été tenu par un homme non arabe, donc un Français blanc, on aurait crié au scandale. C'est pas parce que vous êtes arabe que c'est moins horrible ce que vous dites. Oui, mais c'est vrai qu'Abdel, tu fais des généralités quand même. Bah oui, mais vous me laissez pas développer. Oui, mais tu fais des généralités quand même. Des généralités racistes. Sans être coupé. Bon, alors finis ta phrase et après on passe à autre chose. Voilà. Déjà, il faut savoir une chose. Il faut que déjà les musulmans, on n'arrête pas nous de parler qu'on se fait agresser, que les femmes musulmanes se font agresser. Mais déjà, est-ce qu'il serait pas bien nous-mêmes, de tous les musulmans, de se remettre en question? Je vais vous rappeler une chose, c'est que Tariq Ramadan, par exemple, qui l'a fait tomber, Tariq Ramadan? Qui a commencé à le faire tomber, Tariq Ramadan? C'est une musulmane, madame. Dans les cités à Marseille, mais dans ce cas-là, parlez de Tariq Ramadan. Laissez-moi développer, s'il vous plaît, parce que si vous me coupez à chaque fois, je vais pas pouvoir terminer. Je veux juste terminer mon propos. Il y a dans les musulmans, on se victime beaucoup, mais il y a une remise en question. Je viens d'une cité, madame. Je sais ce que les musulmans sont capables de faire entre eux, madame. Je viens d'une cité. Je sais qu'il y a des coups qui sont très durs entre nous. Et quand je vous dis à Marseille, c'est pas Christophe qui tue Nicolas et il ne pense pas à sa mère. Non, mais vous dites n'importe quoi. Alors, non, mais là, je vais vous sortir des chiffres parce que là, c'est le café du commerce. On vient tous d'une cité. Et alors, on va pas commencer à raconter notre vie et la vie de nos voisins. Je vais vous donner des chiffres. Il y a plus de 100 000 femmes qui sont violées en France ou qui sont agressées sexuellement en France. Elles sont pas toutes violées et agressées sexuellement par des hommes arabes. Il y a une étude qui s'appelle l'ANVEF qui a été publiée en 2001. Je vous invite à la regarder, chercher sur Google, qui montre qu'en fait, les violences conjugales sont réparties dans toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les classes sociales et que c'est pas spécifique à une ethnie ou à un groupe racial. Renseignez-vous un petit peu, vous verrez que les violences conjugales, donc et plus généralement le sexisme et le patriarcat, c'est quelque chose de largement partagé dans la société française. C'est pas spécifique aux hommes arabes et aux hommes musulmans. Le fait que vous attaquiez directement sur les hommes arabes et les musulmans, en fait, participe en fait des stigmatisations que les hommes arabes et musulmans doivent déjà subir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des violeurs ou il y a des batteurs de femmes, on considère que forcément c'est des hommes arabes ou noirs. Donc il faut pas, c'est pas parce que vous êtes arabe que vous pouvez vous permettre d'aggraver encore les stigmatisations et les violences qu'on subit. C'est pas parce que vous habitez dans une cité que vous pouvez vous permettre ça non plus. Bon, merci Abdel. Je crois qu'on va revenir à notre première intention, c'est-à-dire que donner la parole qu'aux femmes. Finalement, elles sont plus sages. Non, vous trouvez pas ? Mais je trouve que le débat du coup est intéressant et merci Fatima d'avoir mis ça en avant. C'était pas pour spécifiquement agresser Abdel, mais pour qu'il se rende compte effectivement que oui, je suis d'accord. Il y a des images en fait qui sont déroulées par les médias qui conduisent à la stigmatisation. Tu l'as dit super bien et franchement c'était magnifique. Merci Fatima. Merci. Alors c'est encore à nous. Non, on va laisser la parole aux femmes maintenant. 01 40 33 9000, c'est votre journée. On avait l'intention, Fatima, dans un premier temps, de laisser l'antenne qu'aux femmes aujourd'hui. On a fait une petite exception parce qu'on va dire voilà, quand même, les hommes ont peut-être des choses à dire sur cette journée parce que Anan le disait très justement tout à l'heure, c'est effectivement la journée des droits. La journée mondiale des droits des femmes, mais les hommes aussi ont leur mot à dire, je pense. Fatima, tu trouves pas ? Alors là, ce que je comprends de ce qu'a essayé de faire Abdel, c'est en fait essayer d'entrer dans de mobiliser l'excès inverse. C'est-à-dire que soi-disant pour nous défendre, nous femmes arabes, il va nous mettre en garde contre lui-même en fait et contre le groupe auquel il appartient. Mais il faut pas faire ça parce qu'il n'y a pas que le sexisme dans la société, il y a le racisme aussi. Et nous femmes arabes, on doit affronter les deux, et le racisme et le sexisme. Donc c'est pas parce qu'on va tenir un discours soi-disant antisexiste que je vais pardonner le racisme qui fait autant de dégâts, de violences et même de morts.
Alors on accueille tout de suite, je crois que c'est Farah, hein, c'est ça? Bonsoir Farah. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où Farah? Je vous appelle de la Garenne-Colombe. La Garenne-Colombe, alors on vous écoute, chère Farah. On vous écoute. Alors moi, je voulais revenir sur le principe d'égalité homme-femme. Je pense que je ne crois pas au principe d'égalité homme-femme. Je pense qu'il faut pas parler d'équité entre les hommes et les femmes, parce que si j'étais égale à mon mari, je ferais plus rien de ma vie en fait. Je sais pas. C'est intéressant, ça. On est des épouses, des mères, des travailleuses. Nos maris ne font pas autant que nous. Pas forcément d'un point de vue de force physique, hein, je parle du quotidien. Donc on peut pas demander aux femmes être égales aux hommes, c'est pas possible. Alors tiens, ça c'est intéressant comme question, Fatima. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, de toute façon, pour ce qui concerne la journée du 8 mars, et puis c'est de toute façon ce qui concerne l'essentiel des revendications, notamment des féministes, il s'agit pas d'être, comment dire, à l'image de l'homme ou de ressembler physiquement aux hommes. Il s'agit d'égalité des droits. Oui. C'est une question de droit. Oui. Donc les droits concernant le travail, par exemple l'égalité salariale, enfin et en réalité l'inégalité salariale, parce qu'on en est loin avec 25% la plupart du temps de différence de salaire. Il s'agit d'accès aux droits, d'accès aux soins, par exemple, etc., etc. Donc il s'agit de droits en fait. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si on est à égalité de droits entre hommes et femmes. Et c'est loin d'être le cas. Oui, voilà Farah. Il faut resituer un petit peu la chose en fait. Oui, non, mais je comprends bien, mais je parle d'un principe général, en fait. Il y a des femmes qui veulent toujours être considérées comme des hommes, en fait, que ce soit en termes de droit ou autre chose. Moi, je prends l'exemple, par exemple, du congé maternité. Les hommes n'ont pas de congé maternité. Donc, si on est égal par rapport aux droits et notamment le droit du travail, on n'aura plus de congé maternité, quoi, parce que les hommes n'en ont pas. Non, ce qui se passe ce qui se passe justement par rapport à cette question du congé maternité, c'est que justement on a des nouvelles lois, en tout cas, ou des nouvelles mesures qui sont passées, où maintenant les hommes aussi ont le droit à un congé maternité, sauf que il est plus réduit. Ça s'appelle paternité. Paternité, pardon, oui, sauf qu'il est je tiens quand même. Sauf qu'il est réduit, mais je crois que justement non, les hommes eux-mêmes sont en train de militer pour qu'il soit allongé. Ouais. Alors, normalement, en fait, le congé maternité, si on se focalise là-dessus, il devrait être accessible et à l'homme et à la femme. Et le couple choisit qui prend le congé maternité. Il y a des pays scandinaves, je sais plus, je crois que c'est la Suède qui font ça. La Suède ou la Finlande. Oui, mais c'est pas exclusif. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est pas exclusif. Les deux peuvent prendre leur congé. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils le font. Hommes et femmes. C'est pas l'homme ou la femme. Ouais, c'est les deux. C'est alors le choix du couple. Moi, je voulais juste parler du principe d'équité, quoi. Je pense que. Insister là-dessus, le principe d'équité. Parce que c'est pas possible. Est-ce que, mesdames, il y a un féminisme exacerbé aujourd'hui ou pas? Moi, je trouve que les féministes ne me représentent absolument pas. Et oui, je trouve que elles ont mauvaise presse aujourd'hui. Un mot très courant, le féminisme. On l'entend un peu partout. C'est devenu à la mode, en fait. Je pose cette question délibérément un peu provocatrice, Fatima. Est-ce qu'il y a un féminisme exacerbé aujourd'hui? Non, il y a un sexisme exacerbé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut regarder la réalité en face. C'est pas le féminisme qui tue une femme tous les 3 jours en France. Voilà, ce qui tue une femme tous les 3 jours en France, c'est le sexisme et le fait que des hommes battent leurs femmes, tuent leurs femmes. Voilà, et c'est des hommes qui tuent leurs femmes et pas l'inverse. Donc et que je le rappelle tout à l'heure, il y a plus de 100 000 agressions sexuelles et viols par an en France. Enfin, il faut s'arrêter 2 minutes sur ce chiffre-là qui est immonde. Donc c'est ça le problème, c'est à ça qu'on devrait s'attaquer. Si le mot féminisme ne plaît pas, c'est pas grave, on peut en inventer un autre, barbe à papa, peu importe. Ce qui compte, c'est de lutter contre des violences, contre des injustices qui, encore une fois, font des mortes. Merci Farah, merci beaucoup en tout cas pour votre appel et bon retour du côté de la Garenne-Colombe. Dans un instant, le premier avis tranché, signé Hanan Zawani, qui va inciter les femmes à s'imposer, à s'investir. Non, à prendre le pouvoir politique. À prendre le pouvoir, carrément. Soyons ambitieuses. Soyons fous. Il faut le pouvoir politique. Exactement. Alors, peut-être les mettre d'accord, Fatima et Hanan aujourd'hui. Pour le moment, on est d'accord. Bien sûr. Non, mais j'essaie de chercher une petite pointe, tu sais, voilà. Tu n'y arriveras pas. Nadia Lazouni qui nous rejoindra. Peut-être qu'avec Nadia, on va y arriver. Mais restez avec nous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. C'est le LGF avec 2 charmantes femmes pour l'heure, 2 sur 3. Fatima Wassak et Hanan Zawani.
LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec une émission spéciale droits des femmes à l'occasion de ce 8 mars avec Fatima Ouassak, avec Hanan Zawani. Fatima, d'ailleurs, tu répondras à notre question du jour dans un instant, mais pour l'heure, on va laisser la place à Hanan Zawani au travers de son avis tranché qui appelle les femmes à s'investir en politique. Alors piétinez-moi, allez-y. Écoutez bien, mesdemoiselles, mesdames, ceci vous concerne, Hanan. Alors, femmes des quartiers populaires, prenons le pouvoir politique, la parité, très peu pour nous, ayons de l'ambition. Comme disait Dominique Quesada, les femmes qui aspirent à être l'égale de l'homme manquent sérieusement d'ambition, et ça n'est pas moi qui vais le contredire. Dans un article du Monde, et cette référence à ce journal n'est pas anodine, un journaliste décrit la présence marginale mais croissante des femmes en politique. Et en effet, l'accession des femmes aux responsabilités en politique reste marginale et difficile, même si le nombre de chefs d'État a doublé depuis l'année 2000. Alors, retour en chiffres, c'est très important pour comprendre tout le chemin qu'il reste à parcourir. En 2017, seuls 68 pays ont été dirigés par au moins une femme dans les 50 dernières années, soit 35% des nations souveraines du monde. Revenons maintenant à l'échelon en dessous, c'est-à-dire la parité croissante au sein des gouvernements et parlements. La présence de femmes élues au sein de parlements ou nommées à des postes ministériels est plus forte que pour des responsabilités d'État. Plus de 95% des gouvernements comportent des femmes, mais nous n'atteignons pas les plus hautes responsabilités que dans 15% des pays à l'heure actuelle. Seuls 6 pays n'ont pas encore connu de ministre femme. En dehors des 0 pointés attribués à la Bosnie-Herzégovine, au Pakistan, à la Slovaquie, à la Hongrie, au Brunei, à l'Arabie Saoudite et d'autres pays, ont des gouvernements quasi exclusivement masculins. Dans le monde, les gouvernements sont en moyenne composés de 20% de femmes. La situation est similaire lorsqu'on observe la présence des femmes dans les parlements nationaux. 2 pays, le Yémen et le Qatar, sur les 144 étudiés, n'ont aucun parlementaire de sexe féminin quand la moyenne mondiale atteint 22%. Le Rwanda et la Bolivie sont les 2 seuls pays dont les parlements sont actuellement constitués de plus de femmes que d'hommes, respectivement 64 et 53%. Alors, de même que la Marianne de nos mairies et de nos timbres-postes n'est qu'une figure allégorique, il est à craindre que si nous, femmes, ne prenons pas la responsabilité d'aller au-devant des fonctions politiques, sans attendre que les hommes ne nous transmettent le flambeau, il est à craindre que la femme soit toujours réduite à un rôle purement symbolique dans le paysage politique français. Et effectivement, alors que Marianne est censée incarner la République française et ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, on ne peut que constater que cette égalité ne s'applique pas dans le domaine de la politique et surtout que ce triptyque républicain s'applique encore moins aux femmes des quartiers populaires. Alors que dire des femmes portant le foulard quand on voit la campagne de diffamation et de dénigrement que nous, les femmes des partis français et musulmans, de l'UDMF, du PEJ et même du NPA avons subi. Alors que dire d'un François de Rugy qui décrète qu'à l'Assemblée nationale, les femmes portant le foulard ne seront désormais plus acceptées au sein de son enceinte. Alors à vous, femmes des quartiers populaires, j'ai envie de vous dire, ne disons rien, mais agissons. Organisons-nous localement pour accéder à toutes les fonctions politiques, sans être des exceptions qu'on érige à la une des magazines comme des trophées. Nous ne sommes les trophées de personne. Agissons pour qu'en 2050, la femme de Bobigny, de Drancy, de Saint-Denis, celle d'Aulnay-sous-Bois, celle de Marseille, Lille, Roubaix, Toulouse, Strasbourg et même celle du Nice de Estrosi, soit les femmes de la Révolution est en marche au lieu de la République est en marche. Entendantes ou sourdes et malentendantes, aveugles ou voyantes, en fauteuil roulant ou debout, noires ou blanches, asiatiques, indiennes ou arabes, portant le foulard ou pas, françaises et musulmanes ou étrangères, croyantes ou pas, nous sommes, nous les femmes, le cœur de cette révolution en marche. Bravo Hanan. Moi j'ai envie de dire bravo. Alors je sais pas si Fatima va également faire le bravo, mais en tout cas t'as bien écouté. Ouais. Non mais je souscris vraiment là à tout. Bravo effectivement. J'ai juste peut-être quelques éléments. Déjà dire que en France en particulier alors non seulement le sort des femmes blanches
n'est pas le même que le sort des femmes non blanches. Alors, certes, le sort des femmes blanches est évidemment inégalitaire, et celui des femmes non blanches aussi, mais voilà, c'est pas le même sort, et ça s'explique surtout parce que en France, on utilise le féminisme contre les femmes non blanches, musulmanes en particulier, c'est-à-dire que un certain nombre de femmes françaises blanches vont relativiser les violences qu'elles peuvent potentiellement subir en se disant bon, finalement je subis pas tant que ça. Il n'y a pas tant de violence que ça parce qu'il y a pire que moi. Il y a la femme saoudienne, il y a la femme iranienne et il y a les femmes des quartiers populaires, et notamment les femmes qui portent un foulard dans les quartiers populaires. Donc il y a une sorte de relativisme des violences que subissent les femmes en se disant de toute façon un peu ce que disait tout à l'heure Abdel, c'est-à-dire on peut pas se plaindre avec nos hommes parce que il y a pire chez les familles, chez les foyers d'arabes, quoi, de noirs et d'arabes. Donc ça c'est la première chose. Donc tant que les femmes blanches en particulier ne se remettent pas en question sur le fait de ne focaliser que sur le sexisme des hommes noirs et arabes et du sexisme des quartiers populaires, il peut pas y avoir de lutte globale contre le féminisme, contre le sexisme en France. Ça c'est la première chose. Et puis oui, pour ce qui concerne les femmes qui portent un foulard en France. Là, c'est quand même quelque chose de spectaculaire, quoi. Il y a quand même un rapport, oui, spectaculaire au foulard. Ça dépasse complètement le sexisme. C'est du sexisme, c'est du racisme. On l'a dit, c'est de l'islamophobie. C'est quelque chose qui est, on dit souvent d'hystérique. Alors je pense pas que c'est hystérique. Déjà, le mot hystérique, c'est sexiste. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie ou de la folie. C'est vraiment un système qui cherche à exclure de l'espace public les femmes qui portent un foulard. Et en particulier les exclure de l'accès aux ressources, de l'accès au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, les femmes qui portent un foulard en France sont quasi interdites d'accès au marché du travail. On vit dans un pays, la France, où il y a cet élément-là et que personne ne remet en question. C'est-à-dire qu'on a tendance à associer, à faire des débats sur le foulard et la laïcité, le foulard et la République, le foulard et blablabla. Mais par contre, cet élément-là qui est ignoble, qui est massif, ce fait que les femmes qui portent un foulard sont interdites d'accès au travail, pour la quasi-totalité on va dire, ça c'est jamais discuté, c'est jamais débattu, et on fait comme si de rien n'était, alors que c'est totalement illégal, c'est interdit. Il est interdit par la loi, sauf à quelques exceptions près, de discriminer des femmes dans l'accès au travail ou à l'emploi sous prétexte qu'elles portent un foulard. Donc ça c'est une question à part, la question du foulard, je pense qu'il faut traiter à part. Nous accueillons avec nous une autre membre de l'équipe LGF, Place aux femmes aujourd'hui. Maïssa Leroy est avec nous. Bonjour Maïssa. Bonjour Anan, bonjour Fatima. Bonjour Maïssa. Nadia, elle est là? Elle est pas là? Elle n'est pas encore arrivée, Nadia. Elle n'est pas arrivée. Oh, ok, d'accord. Bon, il y a des problèmes dans les transports, il paraît. Tu lui passeras le bonjour de ma part. Il n'y a pas de problème. Alors, ma chère Maïssa. J'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, franchement, ce que vous avez dit, c'est exactement ça. De toute façon, on peut que parler en connaissance de cause, finalement. Donc voilà, par rapport à tout ce que vous avez dit, vraiment c'est clairement ça. On n'est jamais invité sur les plateaux télé pour parler en notre nom. On nous confisque la parole. Même quand on fait parler des femmes par rapport à toute leur vision, dès que la vision va être axée sur la sororité, sur le fait d'une vision inclusive, on va leur couper la parole, leur empêcher de parler, parce que finalement aujourd'hui ils utilisent les femmes pour diviser le pays, et ça c'est vraiment dommage. C'est la seule chose que j'ajouterais. En fait, finalement on essaye de nous instrumentaliser. J'ai envie de vous poser la question, je l'ai posée à Anan tout à l'heure, elle y a répondu, à toi Maïssa et Fatima. La question du jour d'ailleurs aujourd'hui, c'est est-ce que ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, sert-elle la lutte des femmes, selon vous? Ah là, ouais, bonne idée. Ouais, pour moi, ça n'a aucune symbolique déjà, hein, d'avoir une journée. C'est au quotidien, notre combat, j'ai envie de dire. Il est quotidien, quoi. Il est constant. Je sais pas, il y a quelque chose qui dans les mœurs, dans la société, est d'une banalité. Contre les femmes en général, les gens se permettent en fait facilement contre les femmes à tous les niveaux, que ça soit salarial, associatif, à tous les niveaux politiques, on se permet. Donc pour moi, le 8 mars n'a pas grand sens, hein, franchement. Fatima?
Est-ce que tu penses que cette journée sert les luttes des femmes? Alors déjà, pour revenir un peu sur ce que disait Maïssa à l'instant, et puis c'est un peu le propos que tenait la jeune femme qui est intervenue juste avant, qui disait voilà, moi le féminisme c'est mort, moi je suis pas féministe, je déteste ce mot, etc., etc. Ça, faut bien comprendre que c'est une réalité qui est quand même largement partagée dans les quartiers populaires, chez les femmes issues d'immigration. Elles ne veulent pas entendre parler la plupart du temps de féminisme pour une raison très simple. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que souvent le féminisme il joue contre nous, alors que nous sommes des femmes aussi, mais il joue contre nous, c'est-à-dire qu'il est complètement instrumentalisé. On se souvient de cette association qui avait pignon sur rue il y a quelques années, Ni pute ni soumise, qui était vraiment une arme dirigée contre nous, pour dire voilà, dans les quartiers populaires, regardez comment sont les Noirs et les Arabes, regardez c'est des sauvages, c'est des barbares, etc. Il faut encore plus les fliquer, encore plus les contrôler, parce que regardez ce qu'ils font à leurs femmes, c'est des violeurs, c'est des voileurs, etc., etc. C'était à la suite de l'affaire de la petite Chloé qui avait été brûlée. Donc, en sachant qu'il y avait des raisons au début des années, enfin la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait des vraies raisons légitimes pour s'organiser en tant que femme dans les quartiers populaires, mais cette association a été créée toute pièce pour, même s'il y avait des raisons à la base, politiquement. Voilà, où il y a eu effectivement d'une intention peut-être positive, mais plus ou moins. Mais en tout cas, il y a eu tout de suite confiscation de la parole, il y a eu tout de suite instrumentalisation, et je pense que ça explique pour beaucoup le fait que beaucoup de femmes musulmanes, arabes, noires, habitant les quartiers populaires, ne se sentent pas du tout investies, représentées, mobilisées par ce terme, cet outil qui est le féminisme. Voilà, je pense qu'il y a ce rejet, il s'explique par ça, et c'est à juste titre, effectivement. Maintenant, alors sur la journée du 8 mars, alors c'est sûr, il faut lutter tout au long de l'année contre les violences sexistes, les violences sexuelles, etc., les discriminations au travail, l'inégalité salariale, tout au long de l'année, ça c'est sûr. Maintenant, il se trouve que le 8 mars, c'est une politique publique. Il y a des choses institutionnelles qui se passent le 8 mars, et qu'il faut le savoir, le 8 mars, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a des actions, des projets qui sont mis en place contre les femmes issues de l'immigration. C'est-à-dire qu'on va réduire les femmes issues d'immigration à la question, par exemple, à un documentaire qui va être projeté ou à un film qui va être projeté, la journée de la jupe, ou alors, vous savez, tous les films qui commencent par, qui sont dont le titre est un prénom féminin musulman. Fatima, Noria, je sais pas quoi, pour dire, voilà, regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, regardez, ici on est bien, les femmes françaises, ne vous plaignez pas, parce que regardez les Arabes, comment elles sont traitées par leurs sauvages de mari et leurs sauvages de frères. Donc, en réalité, le 8 mars, il y a des choses qui se font, donc on peut pas laisser les choses se faire sans nous, Donc c'est pas symbolique alors? Alors, c'est pas symbolique au sens où, le 8 mars, c'est une occasion pour nous de dire, voilà, nous, ce féminisme-là, institutionnel et en fait en réalité pour beaucoup raciste et islamophobe, on n'en veut pas, on a autre chose à dire, nous aussi on peut venir, alors après comme je dis tout à l'heure, on peut l'appeler autrement, on n'est pas obligé de l'appeler féminisme, mais disons qu'on l'appelle féminisme, voilà, nous on vient avec autre chose, c'est un féminisme qui n'est pas raciste, qui n'est pas islamophobe, et qui s'attelle à lutter contre des violences objectives, et c'est les chiffres que je rappelais tout à l'heure, et en termes d'égalité des droits, etc. Et il y a des choses à faire, et c'est pas uniquement réduit à ce qui se passe dans les quartiers populaires. C'est le système français en réalité qui est sexiste, et c'est contre le système français sexiste qu'il faut lutter. Donc oui, je pense que symboliquement il faut en profiter. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, puisque nous on organise quelque chose le 10 mars, et on profite justement de cette journée du 10 mars. Voilà, c'est dans 2 jours. Et donc voilà, on profite de l'occasion parce que évidemment que les gens sont plus. C'est quoi, c'est marche des féministes? Non, c'est pas une marche, c'est on va pas se contenter de marcher, on va débattre, on va échanger, c'est encore mieux, c'est bien mieux. Bien mieux. Anan, on t'a pas entendu là-dessus? Sur cette question-là c'est exactement ce que décrit Fatima. Moi, j'ai énormément de mal avec le mot féminisme, et en plus, on essaye de me coller cette étiquette de féminisme. Alors c'est plutôt Maïssa et toi qui ont du mal. Fatima, elle l'a nuancé un peu. J'explique pourquoi. On essaye aussi de me coller cette étiquette de féministe, mais j'ai absolument pas conscience du combat. Je le connais pas. Je suis pas spécialiste de ça. Et pour moi, effectivement, juste d'entendre ce mot, ça me hérisse le poil. Par contre, cette journée des droits cette journée internationale des droits de la femme, où effectivement on met en avant des thèmes et on fait un constat pour permettre aussi d'avancer. Non, pour moi, elle est utile évidemment. C'est le mot féministe qui me. Maïssa, est-ce que tu as eu au cours de ton parcours bien riche d'ailleurs à subir, tout à l'heure je posais la question, alors évidemment des actes islamophobes certainement, mais surtout des réflexions sexistes de la part d'hommes, et je veux pas faire de généralité comme Abdel d'hommes arabes, non, d'hommes avec un grand H ou parfois avec un petit H d'ailleurs. Écoute, alors franchement, sûrement, bien sûr, sûrement, mais je
Alors, je m'en rappelle plus. Ouais. Vraiment, tu vois, tellement ça remonte à longtemps. Non, il faut savoir que Maïssa, c'est une boxeuse, faut pas trop la chercher. Voilà. Vraiment, je laisse rien passer. Ouais. C'est-à-dire, le moindre écart, je calme tout de suite, quoi. Je blague pas, vraiment. C'est vrai vraiment, je mets mal à l'aise la personne. Voilà, je rentre tout de suite dans un. Je suis pas non plus agressive, mais je mets mal à l'aise très poliment la personne qui tente de faire quoi que ce soit, quoi. Ouais. Mais après, moi, je pense que je me suis mal exprimée. Ah bah vas-y, tente de rétablir. Je suis totalement féministe, hein. Mais je suis pas féministe inclusive. Non mais t'as le droit de pas l'être, hein. Maïssa assume, pas de problème, hein. Non mais ce que je veux dire, c'est que en fait, moi je suis féministe sans avoir le besoin d'utiliser ce terme-là qui est dérangeant parce qu'il s'est fait trop approprier par justement les associations comme Multiples Soumises, Femen, enfin voilà, plein d'associations qui sont vraiment claquées et qui ne défendent pas le droit des femmes. Pourquoi il faudrait leur laisser? Après, vraiment, moi, tout ce qui est, en fait, pour moi, le féminisme, c'est l'essence de moi-même, c'est-à-dire, je ne vais jamais prendre de haut une femme parce qu'elle est différente de moi ou quoi ou qu'est-ce. Parce que c'est ça. Ça t'a étouffé, bah non, quand même. C'est ça que ça veut dire féminisme, ça veut dire lutter contre les oppressions que subissent les femmes. Qui peut être contre le fait de lutter contre les oppressions que subissent les femmes? Enfin, en tout cas, j'espère pas beaucoup de femmes. Ouais. Donc Mais il y en a qui se rendent pas compte. Hein. Figure-toi, Fatima, il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'à l'instant T, c'est du sexisme qu'elles sont en train de vivre ou que c'est en lien direct avec le fait que ce soit des femmes. Des injustices en lien direct avec le fait que ce soit des femmes. Il y en a qui se rendent même pas compte et je pense qu'il est là le travail le plus important. Voilà, mais ça peut être un travail. Ça peut être un travail féministe du coup. Ça fait partie du travail de conscientisation que peut apporter cet outil parce que le féminisme il faut pas le sacraliser, c'est un outil. C'est un outil pour lutter contre des oppressions, c'est tout, c'est rien de plus. Après le mot effectivement il nous plaît pas forcément. Enfin moi j'ai réussi à y mettre du sens et finalement j'ai réussi à l'apprivoiser ce mot. Mais évidemment ce mot là où il nous gêne c'est que quand t'as Elisabeth Badinter qui se dit féministe, t'as Caroline Fourest qui se dit féministe, mais en réalité, est-ce qu'il faut forcément leur laisser du coup le mot et l'abandonner, ou est-ce qu'au contraire il faut se le réapproprier et leur dire vous n'êtes pas féministe, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. C'est pour ça qu'ils sont invités sur tous les plateaux télé. Oui, complètement. Donc forcément, elles se sont appropriées puis on le. Oui, mais il faut pas leur laisser. Il faut pas leur laisser, nous dit Fatima. Moi j'ai envie de vous poser la question parce que c'est vrai qu'on dresse un tableau assez noir finalement et à juste titre, mais j'ai envie de montrer, écouter aux auditrices et aux auditeurs cet après-midi que nous avons alors avec nous Maïssa Leroy, Fatima Wassak, Hanan Zawani. Vous êtes toutes les trois, vous avez un parcours extraordinaire et cette journée aussi permet aussi de positiver et de montrer que les femmes par leur combat, par leur envie, par leur motivation, par leur combat, on y arrive finalement. Vous avez toutes les trois des parcours absolument incroyables et vous avez une vraie carrière. On peut parler de carrière pour vous trois, quoi. Oui, parce qu'on est passé par. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Fatima, non, c'est parce que justement, je pense qu'à un moment donné, on a subi tellement. Enfin, je vais parler en mon nom. On a subi tellement on a subi ou vu tellement d'injustices qu'à un moment donné, on a décidé justement de prendre part à la lutte et de faire en sorte que ça n'arrive plus pour nous, mais aussi pour tous les gens qu'on pourrait accompagner, rencontrer, croiser. Voilà, c'est une manière aussi pour nous de propager le bien et la défense aussi de chacun. Ouais. Et pour peut-être compléter un tout petit peu, c'est en fait cette rhétorique autour du fait que trois femmes ont relativement bien réussi et du coup ça veut dire que quand même quand on veut on peut, etc. C'est un peu la même rhétorique qu'on utilise sur une autre entrée quand on dit par exemple à des jeunes de cité, des jeunes noirs et arabes, regardez il y a un tel qui a réussi, qui est ministre ou qui est médecin ou je sais pas quoi, et du coup regardez quand on veut on peut, etc. C'est un peu la même rhétorique qui est dangereuse parce qu'en fait elle cache le fait que déjà on peut s'adresser à des exceptions, donc les exceptions c'est pas forcément la règle, et surtout en cette journée du 8 mars c'est bien aussi de rappeler, alors tu sais, je rappelais les chiffres des violences notamment sexistes-sexuelles, il y a aussi les chiffres du travail, alors vous pouvez avoir des personnes, des femmes qui ont bien, des femmes issues de l'immigration postcoloniale qui ont relativement bien réussi. En réalité massivement sociologiquement on se retrouve dans les secteurs d'activité les pires de France, c'est-à-dire secteur d'activité, les caisses,
le téléconseil, qui est vraiment du travail à la chaîne, c'est Charlie Chaplin quoi. Enfin c'est Charlie Chaplin d'aujourd'hui. Le nettoyage industriel, les services à la personne avec toutes les humiliations que ça accompagne, etc. Donc c'est les métiers les plus pénibles, les plus précaires, les plus mal payés, avec des conditions de travail très difficiles, les femmes de ménage qui se lèvent très tôt le matin, qui rentrent tard le soir avec des horaires hachés, etc., qui doivent traverser. Je voulais vous mettre en valeur, hein, Fatima. Mais c'est bien de rappeler la réalité de ce que vivent les femmes. C'est aussi ça la réalité, c'est votre parcours aussi. Notamment. Mais il faut pas utiliser Fatima, parce que souvent, voilà, j'en parlais tout à l'heure dans mon avis tranché, c'est qu'on a toujours tendance à prendre ces exceptions de femmes qui réussissent. Mais vous n'êtes pas une exception, il y en a plein. Sauf qu'on les montre pas, on en parle pas. Statistiquement, on est les porter comme des étendards, alors que le vrai combat, il doit toucher toutes les femmes. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, la période la plus difficile de ma vie en tant que femme, ça n'a pas été de me faire recaler dans des entretiens ou de subir une humiliation en tant que femme qui porte le foulard ou je ne sais quoi. Ça a été la période de ma vie où j'ai été une femme au foyer. Ça a été vraiment la pire période de ma vie en termes social, dans la dénigration, etc. Ah bah oui. C'est-à-dire on te regarde de haut, c'est-à-dire même, enfin, à ce moment-là, c'est vraiment du rien dans la société. Alors que toi, tu décides de mettre une croix un peu sur ta vie justement et ta carrière pour apporter, enfin en fonction de chacun, des choix de chacun, le meilleur à ton enfant pour en faire justement une petite graine sur cette terre qui va apprendre justement à vivre au mieux dans cette société, etc. Mais ça c'est pas reconnu. C'est ça le problème. On vit dans une société qui ne reconnaît pas la maternité, qui ne reconnaît pas l'amour d'une mère pour ses enfants, qui ne reconnaît pas ça comme un travail, et au contraire qui a tendance effectivement à le dénigrer complètement, bien sûr. Alors que c'est un boulot à plein temps, un boulot tout à fait respectable, et vous avez ô combien votre rôle, mesdames. Ça a été le plus dur, non? Ouais, absolument. Moi j'ai juste une question à Fatima sur le féminisme musulman. Alors parce qu'effectivement il y a plusieurs féminismes. Donc je disais tout à l'heure, il y a le féminisme de Caroline, j'en écorche son nom. Caroline Fourest. Voilà, ce féminisme c'est au secours quoi. Donc voilà, il y a ça, et puis après oui, il y a d'autres féminismes, parce que en réalité voilà, différents groupes de femmes, différentes catégories de femmes ont cherché à y mettre leur sens, dans le sens qu'elles voulaient dans leur lutte. Alors pour ce qui concerne le féminisme musulman ou islamique, moi j'ai une petite réserve, parce que voilà, j'ai travaillé un petit peu, j'avais fait un travail de thèse à l'époque, et puis j'avais pris comme exemple le Maroc, et donc j'étais partie au Maroc pour m'entretenir avec les associations de droits des femmes là-bas, et donc c'était il y a déjà quelques années, et il y avait toute cette rhétorique autour qui commençait en fait. Alors autour des droits des femmes, ça c'est sûr, parce que le Maroc c'est un pays où il y a beaucoup d'ONG qui investissent, les organisations internationales type Banque mondiale, FMI, etc. sont à fond sur cette question de soi-disant des droits des femmes, l'émancipation des femmes. En réalité, c'est surtout pour libéraliser le pays, et puis accélérer l'exode rural, et puis alors du coup avec toute l'industrialisation, les bidonvilles qu'on connaît au Maroc. Mais il y avait déjà cette question autour de il faut réformer l'islam, il y a un problème dans l'islam, etc., etc. Et moi, je pense que quand même il y a une partie de cette dynamique-là qui est de l'ordre du soft power. C'est-à-dire, alors le soft power dans les pays notamment arabo-musulmans, c'est pour des organisations internationales notamment, des ONG, etc. Et en réalité des puissances, je le dis, impérialistes, de venir sur un pays donné et de valoriser des questions qui vont créer des tensions au sein de la société. Par exemple, la question clairement des droits des femmes posée d'une certaine manière, la question des droits des homosexuels posée d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme ou l'homonationalisme. Donc il y a beaucoup de soft power. Je te propose d'y revenir dans un instant. On va saluer quand même Maïssa. Merci beaucoup en tout cas, Maïssa. Un grand plaisir, franchement, grand plaisir, au plaisir d'être avec vous au cours du émission. En tout cas, vous avez mis le niveau très haut, mesdames. Je tiens à vous le dire quand même. Voilà. Merci beaucoup, Maïssa, en tout cas, et à très bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant, on est de retour avec, avant de revenir sur ce sujet, ô combien important. La question, elle est pertinente, Signa Nanzawani. Fatima, ton avis tranché, tu vas nous parler donc d'une journée qui va se dérouler le 10 mars. Oui. Dans un instant, tu vas nous expliquer un petit peu l'intitulé de cette journée. Restez bien avec nous. C'est le LGF spécial 8 mars, à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, ou des droits des femmes d'ailleurs. Des femmes, oui, des femmes, au pluriel. Oui, absolument.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusqu'à 18h avec Fatima Ouassak et Hanan Zawani qui sont avec nous aujourd'hui à l'occasion de cette émission spéciale. Vous allez avoir la parole, mesdames, mesdemoiselles, dans un instant, 01 40 33 9000 et on va prendre que des femmes. Parce que les deux seuls mecs qui sont intervenus aujourd'hui, c'est ce que je disais, ont eu des propos un peu limite machistes. Hein, on peut le dire. Bon, ceci étant, voilà, ils se sont quand même exprimés. C'est parti pour un nouvel avis tranché, celui de Fatima Ouassak, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ma chère Fatima, que va-t-il se passer le 10 mars prochain, c'est-à-dire dans 2 jours? Alors, le 10 mars, à Paris, à la Générale, aura lieu une journée féminisme qui est fondatrice, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le féminisme qu'on y revendique ce jour-là est au singulier et nul adjectif ne vient le compléter. Le 10 mars, aucune raison en effet d'abandonner cet outil, le féminisme, à nos ennemis politiques, aucune raison de s'avouer vaincu d'avance sur le champ de bataille qui concerne la légitimité à prétendre à des termes génériques, le féminisme, aucune raison de se replier sur des adjectifs qualificatifs. Antiraciste, intersectionnel, anticolonial, etc. Le 10 mars, nous refusons par exemple de reconnaître le rapport de force qui existerait entre féministes d'un côté et féministes antiracistes de l'autre. Dans le rapport de force politique que nous analysons, nous sommes féministes et nos ennemis sont pseudo-féministes racistes. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de Caroline Fourest et consorts. Cette journée est fondatrice aussi parce que l'on y inscrit le féminisme dans le prolongement des luttes de libération anticoloniale et des luttes de l'immigration, des luttes menées par nos parents, par nos mères et par nos pères. Nous sommes féministes, mais nous reconnaissons notre filiation à nos pères. Car nous venons de là, c'est notre histoire, celle qui nous a construites. Des résistantes victorieuses contre la colonisation française là-bas en Afrique, jusqu'aux résistantes immigrées dans les quartiers populaires ici en France. Des résistantes issues de l'immigration postcoloniale dans les quartiers hier, jusqu'aux résistantes issues d'immigration postcoloniale que nous sommes dans les quartiers aujourd'hui. Telle est notre filiation la plus intime et la plus évidente. Je dis ça parce que, voilà, quand on parle féminisme, on peut penser au mouvement de libération des femmes, par exemple, et se dire qu'on n'a rien à voir avec ce moment dans les années 60-70, avec, vous vous souvenez, des femmes qui brûlaient leur soutien-gorge. Voilà, on ne vient pas forcément de là. L'héritage féministe, il peut venir de nos pays d'origine, de nos quartiers, etc., etc. Journée fondatrice enfin parce qu'elle traduit la possibilité pour nous de sortir des dilemmes et des impasses politiques que l'on pensait indépassables, car jusqu'à récemment, les oppressions que subissaient les femmes issues de l'immigration postcoloniale en France étaient alors soit invisibilisées lorsqu'elles étaient institutionnelles, soit survisibilisées et instrumentalisées lorsqu'elles avaient lieu dans nos espaces, nos familles, nos quartiers, nos communautés. En gros, je dénonce des discriminations au travail, par exemple, ou des discriminations administratives par rapport à mes papiers. C'est invisibilisé et on va me dire mais tu es paranoïaque, tu exagères, t'es communautariste, voire t'es islamiste. Par contre, je vais dénoncer un sexisme que je vais subir à la maison. Par exemple, mon mari me frappe, mes frères me frappent, la religion, l'islam, etc. ça va pas du tout. Là par contre, BFM TV va frapper à ma porte et tous les médias vont venir frapper à ma porte parce que tout à coup ça va devenir intéressant, ce sexisme-là. Ce double traitement des oppressions que l'on subissait a créé pour nous donc un étau avec plusieurs effets, et ça nous a amené à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à éviter les pièges qui nous étaient tendus, notamment dans l'espace médiatique, pour ne pas avoir à être associés à des associations dont on a parlé tout à l'heure, Ni Pute Ni Soumise, les Femmes et plus récemment la Brigade des Mères, par exemple. La lutte politique contre l'instrumentalisation de nos causes était devenue pour nous prioritaire par rapport à une lutte politique contre les oppressions qu'on subit, mais aujourd'hui, je considère que nous sommes à un tournant. Nous ne renions rien, c'est-à-dire que la lutte qu'on a menée contre l'instrumentalisation raciste et impérialiste de nos causes est pour nous un acquis politique central qui structure et qui continuera à structurer notre engagement et nos stratégies médiatiques et politiques. Donc ça, c'est un acquis qu'on ne va pas laisser tomber. Mais je pense qu'on a acquis la maturité politique pour affronter, de notre point de vue, les questions que l'on prenait peu ou pas du tout en charge auparavant en tant que femmes issues de l'immigration et qui pourtant nous concernent directement. Et je pense que vraiment là-dessus nous sommes en mesure de dépasser les dilemmes dont je parlais tout à l'heure et qu'on croyait indépassables. Ce tournant a été rendu possible grâce à un rapport de force politique que nous avons réussi à imposer et qui rend plus difficile la confiscation de notre parole parce que la nature ayant horreur du vide, d'autres que nous parlaient à notre place sur les sujets que l'on ne prenait pas en charge politiquement,
Et d'autres que nous, ça pouvait être par exemple Nicolas Sarkozy, qui n'avait rien à voir avec nous. Je les recite, mais Caroline Fourest et compagnie qui parlaient à notre place. Donc parce qu'on ne prenait pas position sur des violences que l'on subissait. Mais aujourd'hui, nous sommes partout. Nous sommes dans les médias, nous sommes dans la production culturelle et artistique, nous sommes dans les institutions, nous sommes dans les universités. En réalité, Hanan en parlait tout à l'heure, nous sommes dans les lieux de pouvoir. Nous sommes partout, ça c'est la première chose, mais surtout nous y sommes debout. Et c'est ça qui fait la diff. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'imposer nos débats et nos propres termes du débat. C'est-à-dire savoir comment on voit les choses selon notre point de vue de femme issue de l'immigration, selon nos propres histoires, nos références, nos vécus, nos interrogations, quelles sont nos priorités en termes de lutte, quelles sont nos stratégies d'action pour ne pas se voir imposer des luttes dites féministes qui n'ont rien à voir avec nous. La journée que le réseau Clash Jean Ras donc propose le 10 mars a vocation à lancer cette nouvelle dynamique. Nous parlerons très concrètement des discriminations que nous subissons dans tous les espaces sociaux où nous sommes, donc les discriminations à l'école, au travail, par rapport à nos situations administratives, mais nous parlerons aussi de questions qui sont plus tabous pour nous, qui fâchent, les questions qui sont liées à la santé mentale, les violences obstétricales, qui sont spécifiques pour les femmes noires et arabes qui vivent en France, la culture du viol et les violences intrafamiliales contre les femmes en général dans le système français. Et c'est important de dire qu'on va traiter cette question-là de manière générale dans le système français. On va parler aussi des viols et des violences intrafamiliales contre les enfants aussi, parce que si nous on s'occupe pas des viols et des violences que subissent nos enfants, personne ne le fera. Le 10 mars, on travaillera donc à des pistes en termes d'organisation politique pour lutter concrètement et localement contre toutes les oppressions que nous subissons. Et ainsi, nous contribuerons aux luttes de libération. Alors, ça se passe où ? Est-ce que tout le monde est invité ? Alors, tout le monde est invité. C'est à la Générale, dans le 11e à Paris. D'accord. Il y a une page Facebook qui est dédiée. D'accord. Donc, féminisme. Et c'est organisé par le réseau Clash Jean Ras. C'est de 9h à 20h. Alors, c'est sur la page Facebook, c'est quoi ? Alors sur la page, c'est féminisme. Féminisme. Ouais, féminisme tout simplement. Comme quoi tu l'assumes bien ce terme. Non, complètement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on y met nos mots, nos termes du débat, etc., il n'y a pas de problème avec cet outil. Féminisme, donc sur Facebook. Et alors pour dire rapidement, donner une petite idée du programme, il y aura la grande Aminata Traoré. Ouais. Voilà, dont je parlais peut-être de 2 minutes tout à l'heure, si j'ai un petit peu de temps. Il y aura Assa Traoré, Françoise Vergès, Paola Bacheta, qui est une grande universitaire américaine, Jules Falquet, Fania Noël, et j'en oublie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Ce sera vraiment, je pense, très intéressant. Il y a un hommage qui sera rendu au Chibani de la SNCF. Oui. C'est pour dire aussi que il n'y a pas de séparation homme-femme dans notre définition du féminisme. C'est complètement mixte. À partir les Chibani de la SNCF, vous le savez, ont gagné leur procès contre la SNCF. Historique. Gloire à eux, voilà. Et on se revendique de ça. Ce sont nos pères. On se revendique de leur victoire. Même si ce sont des hommes, voilà. On n'est pas sur une séparation bête et méchante entre hommes et femmes. Voilà. Merci beaucoup Fatima, et donc j'espère que ça va donner envie à plein d'auditrices et d'auditeurs. Ça a l'air passionnant, et en tout cas moi ça me donne envie d'y aller. Et j'espère que tu vas y aller. Très tôt le matin, c'est ça? C'est à quelle heure? 9h. 9h, oui, bon, on va se réveiller. Pour un samedi matin, c'est tôt. Mais bon, non, ça va. On y va. Bon, mesdames, j'ai un petit cadeau à vous faire. Oui. De la part de la direction de France Maghreb 2. Mais non. Bon. Oh, Voilà. mais on s'y attendait pas. Merci. Voilà. Oh, donc pour expliquer aux auditeurs, c'est pas moi qui vous les offre, c'est la direction de France Maghreb 2 qui vous offre ces roses. En direct, oui. Bah voilà, on est en direct. Donc la direction de France Maghreb 2 a tenu à vous offrir. J'en ai une troisième là, mais Nadia n'est pas là. Alors, mais tu sais que ça c'est sexiste ou pas? Tu le sais ou pas? Ah mais j'en sais. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Voilà, donc la petite rose. Alors pourquoi tu dis que c'est sexiste? Non, parce que les cadeaux qu'on offre aux femmes, en fait, ce sont des cadeaux, voilà, autour de leur physique, pour leur faire des compliments, pour grosso modo pour les acheter. Alors je sais pas ce qu'il faut pour que vous soyez contente en fait. On vous fait des compliments, on vous met en valeur, vous n'êtes pas contente. Le pouvoir, comme a dit Hanan tout à l'heure. Moi, en toute sincérité, oui, on veut le pouvoir, mais cette rose-là, juste magnifique. Ouais, c'est vrai qu'elle est très belle. Bon. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, merci à la direction. En tout cas, on donne rendez-vous donc ce samedi 10 mars pour cette journée de débat avec des femmes et des hommes qui vont trancher, enfin réfléchir, débattre autour de thèmes très intéressants que vient d'énumérer Fatima Ouassak au travers de son avis tranché que vous pouvez d'ailleurs revoir sur Christophe Le Grand Forum sur la page Facebook bien sûr. À la question du jour, je vous la rappelle aussi, est-ce que cette journée du 8 mars sert-elle les luttes des femmes? Vous êtes en grande majorité. Fatima, est-ce que ça te surprend d'ailleurs? Sur Twitter, on est à 86% de non. Sur Facebook, on est à 82% de non. Ça ne sert pas les luttes des femmes cette journée.
journée. Ça t'étonne? Ouais, non, ça m'étonne pas du tout. Déjà, franchement, par exemple, moi, je me suis réveillée ce matin, j'avais plein de SMS de la Redoute, aujourd'hui c'est votre journée, moins 25% pour consommer. Commercial, c'est horrible. Et puis il y a tout, c'est tarte à la crème, quoi. Les gens sont pas dupes de cette mascarade, ça règle pas du tout le problème. Vous avez vu ce qu'a fait Libé aujourd'hui? Voilà. Ah non, j'ai pas vu. Libé vend 25 centimes le numéro plus cher aux hommes. Aux hommes, oui. Ah, voilà. Mais par contre, je trouve, j'ai lu ça ce matin et en termes d'image, c'est quand même impactant. Mais pourquoi pas 25% moins cher pour les femmes? Ah bah attends. Ils ont c'est pas faire ça. Oui, c'est plus. Oui, pour les hommes, c'est plus cher. Oui, ça d'accord. Donc ils vont gagner de l'argent en plus. Non, mais c'est les femmes qui payent moins cher que non, les femmes. Non, les femmes payent le tarif habituel. Ah, mais c'est l'escroquerie. Voilà, c'est un peu une escroquerie. Mais c'est impactant. Bah non, mais tu rigoles, ils auraient dû faire, je sais pas, ça coûte. Mais non, mais c'est pour être symbolique. En fait, 25% c'est le chiffre. Oui, mais ils auraient dû faire en sorte que les femmes payent moins que ce qu'elles payent d'habitude. Normalement, oui. Mais bon, ils vont pas perdre de leur marge. Ils ont essayé. C'est pas parce que les hommes payent plus cher que ça règle nos problèmes du fait de payer très cher le journal Libé. Ils auraient dû le faire un peu moins cher. Et moi, j'ai trouvé ça impactant quand même en termes d'image. Kamel souhaite vous adresser un poème, mesdames. Ah, c'est qui Kamel? Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Kamel. Ça va et vous? Bonsoir Christophe, à toi et à toutes tes invités. Hanen, Fatima, enchanté. Maïssa qui était là tout à l'heure. Oui. Nadia. Hanen, je reprends tu m'as tendu une perche, je suis obligé de la saisir. Oui. Donc avant de prendre le pouvoir, faut le savoir, l'élocution et le vocabulaire. Ah bon? Ouais. C'est une blague? Non, t'as dit on va prendre le pouvoir, j'ai dit avant de prendre le pouvoir. Oui. Il faut le savoir, l'élocution et le vocabulaire. Mais je parle pas de toi. Mais on a déjà tout ça. On a déjà tout ça. Mais on a déjà tout ça. Vous savez que les femmes sont beaucoup plus. Alors, vous savez que les femmes sont beaucoup. On entend un peu l'écho des cités. Alors, est-ce que. Alors, monsieur, excusez-moi. Non, c'est pas terrible. Non, mais c'est pas terrible du tout. Mais quand j'écoute, je saigne des oreilles. Bah, saigner des oreilles. Écoutez, en tout cas, si pour vous remettre les choses en place par rapport à ce débat sur les femmes et sur les hommes et sur soi-disant leur non-possibilité d'accéder au pouvoir à cause de problèmes d'élocution, de savoir ou que sais-je, les femmes vont beaucoup plus loin dans leurs études. Voilà. Et maintenant, je vous dis juste au revoir. Bon, bah oui. En plus, il les appelait à la base pour nous faire un poème. Non, c'était pas vrai. Bon, bah écoute, tant pis. Bon, je crois que vraiment, ça y est, c'est bon. Plus d'hommes dans l'émission. Terminé. Hop, c'est fini. Voyez, on essaie d'être tolérant, gentil, et puis voilà. Bon, sinon, il y a quoi évidemment à évoquer au cours de cette journée internationale. Tiens, j'aimerais bien que tu reviennes quelques minutes, Fatima, en invitant aussi les demoiselles et les dames à intervenir, bien sûr, sur cette journée, sur les luttes, bien sûr, 01 40 33 9000, sur du vécu, parce qu'on aime bien aussi avoir des témoignages de femmes qui ont vécu des choses un peu terribles. Fatima, sur ce que tu évoquais tout à l'heure, à la question de Hanan sur le féminisme des musulmanes, c'est ça, hein, c'était ça. Alors, la question. C'est pas féminisme des musulmanes, la question concernait le féminisme musulman ou féminisme islamique. Oui. Voilà, alors je disais simplement que la réserve que j'ai par rapport à ce mouvement, c'est que il est je pense pour partie instrumentalisé par des courants, des organisations notamment impérialistes, dans le sens où des femmes musulmanes qui vont se dire féministes musulmanes, qui vont critiquer l'islam, critiquer les textes, etc. à juste titre. Moi, je dis pas du tout qu'il faut pas critiquer. Au contraire, hein, ça fait partie même de nos obligations presque religieuses de critiquer et d'avancer en critiquant. Donc, il s'agit pas du tout de remettre en question ça, mais simplement de dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis une féministe. Il se trouve que je suis musulmane. Je vais dénoncer le système sexiste en France. Ouais. Je n'aurai pas la parole. Voilà, la parole ne va pas m'être donnée, on va me la confisquer, on va donner ma parole à des femmes qui vont parler à ma place, des ni putes ni soumises et compagnie. Par contre, si je suis féministe musulmane et que je dis, en fait, moi, je vais m'attaquer, entre guillemets, à ce qui se passe dans ma communauté, pour dire que les mosquées, ça va pas du tout, pour dire que les musulmans, ça va pas du tout, pour dire que dans le Coran, il faut faire le ménage, etc. C'est des expressions qu'on entend. Là, par contre, on va me tendre le micro. Et là, on va m'inviter dans les médias, etc., etc. Donc, il faut s'interroger sur ça, en fait. Pourquoi, quand je critique
critique le système, quand je critique, je parle de discrimination au travail, etc., on ne m'invite pas. Et pourquoi quand par contre je vais critiquer ma communauté, etc., là, à ce moment-là, on va me faire un tapis rouge dans les médias. C'est ça qu'il s'agit d'interroger. C'est pour ça que j'ai beaucoup de réserves sur le féminisme musulman, en tout cas en France. Linda qui nous appelle de Marseille est avec nous, 01 40 33 9000. Bonjour Marseille, bonjour Linda. Bonjour Paris, bonjour Christophe et bonjour tout le monde. Bonjour Linda. Fatima, c'est ça? Fatima, Hanan. Fatima et Hanan. Voilà, donc moi je vais pas être longue, hein, voilà. Je voulais parler, si je peux intervenir sur Abdel, hein. Et voilà. Abdel, l'auditeur qui a appelé tout à l'heure. Oui. Alors moi je vais le reprendre parce que il fait un amalgame entre maghrébine en parlant de l'accusatrice de Tariq Ramadan et musulmane. Alors ce sont deux choses différentes. L'accusatrice de Tariq Ramadan, les accusatrices. Elle n'est pas musulmane, mais elle est d'abord maghrébine. On est ok. Oui, enfin pas toutes. Je crois que parmi les 3 accusatrices, deux françaises. Voilà. En fait, moi je parle. Enfin, les 3 sont françaises. On parle de celle qu'on connaît le plus, quoi. Ouais, Inda Yari. Ouais. Voilà, qui est pas sous l'anonymat, quoi. Voilà. Voilà. Donc, en ce qui concerne, je pense que vous avez tout dit, mesdemoiselles, sur le féminisme. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes ou de la femme. Des femmes. Moi-même, j'en suis une. Mais je vais vous dire, mesdemoiselles, je veux pas vous vexer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout ce que vous avez dit. Mais en fait, je vais pour faire court. Je vais juste dire que en France, depuis, je sais pas depuis quelques années, je sais pas depuis quand, il y a ça, les droits de la femme. Ça fait, je pense que la femme, ses droits ils sont respectés en France. Elles ont atteint leur but. Voilà. Alors moi, si vous êtes loin du compte. Pas féministe, ça veut pas dire que je suis soumise. On est d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, ma chère Linda, sachez que Hanan et Fatima ne sont pas d'accord avec vous pour le coup, hein. Non mais aujourd'hui. Non mais je sais. Non, les droits de la femme dans le travail, déjà, il y a une inégalité de salaire. Donc c'est-à-dire qu'une femme au même niveau non, c'est pas un détail, au même niveau de poste, donc avec le même niveau de diplôme, la même compétence, elle est beaucoup moins bien payée. Alors ça vous choque pas? Là, sur ce point-là, je suis d'accord. Ça déjà, ce droit, il est pas respecté. C'est un droit, c'est dans la loi. Oui. Mais je veux dire, il y a beaucoup quand même. Ça va. Je veux dire par rapport. C'est la journée internationale de la femme, mais des droits de la femme. Mais quand vous voyez l'Inde, les femmes, avant de se marier, il faut que c'est elle qui amène la dot et que souvent elles vivent chez la belle-mère et qu'elles souffrent. Elles sont esclaves et elles sont brûlées elles sont brûlées à l'acide. Ça c'est. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit bien la journée internationale de la femme. D'accord, j'ai compris. Vous savez. Merci Linda. Oui. Il faut lui répondre. Oui, vas-y. Écoute, le fait que le féminisme en France est autant mauvaise presse chez tout le monde, c'est justement parce que des femmes vont totalement invisibiliser les violences qu'elles peuvent subir potentiellement en France en considérant que c'est un détail, ce que il y a 3 dit femmes madame, par jour etc. En considérant tous les 2-3 jours, donc en considérant que c'est des détails, etc. Et systématiquement on en a regardé ailleurs dans le monde, donc en disant ah là là, en Inde c'est horrible, en Arabie Saoudite c'est horrible, etc. C'est-à-dire que tout ce qui se passe d'horrible en France, je sais pas si vous regardez un petit peu, et malheureusement on n'en parle que dans les faits divers, comme si c'était pas quelque chose de grave. On appelle ça le féminicide. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a pris sa femme, il l'a mis sur des rails. Voilà, le train lui est passé dessus. Bon, c'est pas en Inde, c'est en France. Il y a quelques jours, un policier a tué sa copine qui voulait rompre avec lui, son beau-père, sa sœur, etc., etc. Il a tué tout le monde, il s'est suicidé après. Bon, ça c'est pas en Inde. Mais pourquoi quand c'est en France, on considère que c'est une exception, que c'est un fait divers, etc. Tout à coup, si la même chose qui se passe en Inde, tout à coup, ça devient grave. Alors, je vais prendre juste encore un dernier exemple pour vous dire vraiment
le fait qu'on est quand même un petit peu lobotomisé en France par rapport aux violences faites aux femmes. Vous vous souvenez ce ministre Darmanin, oui, qui a été qui a été accusé lui aussi par plusieurs femmes, par 2 femmes de viol et d'agression sexuelle. Bon, présomption d'innocence, ça y a pas de problème. Mais disons que les 2 victimes, présumées victimes, regardent la télévision et regardent donc le mercredi l'Assemblée nationale. Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Darmanin qui débarque à l'Assemblée nationale, et là, je sais pas si vous vous souvenez, standing ovation pour Darmanin. C'est vrai. Donc, et on se dit pas, mais ces femmes-là, mais c'est déjà la manière dont sont traitées les affaires de viol en France, faut le savoir, il y a que 10% des femmes qui portent plainte dans les commissariats. Oui. Ça, il faut s'interroger sur le fait qu'elles ne se sentent pas assez en confiance pour y aller. Et moins de 2% des violeurs en France sont effectivement condamnés. C'est moins de 2%. Donc, on vit dans un pays où les violeurs ne sont pas condamnés. Ça, il faut le dire. Et donc, en plus, symboliquement, voir quelqu'un comme ça, qui est accusé, même s'il est présumé innocent, qui est accusé, et voir des hommes comme ça en costard-cravate applaudir, imaginez si ça s'était passé en Inde, ce qu'aurait dit notre auditrice là juste avant. Effectivement. Petite surprise, mesdames. Oui. Une autre membre de l'équipe LGF, dont on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis un certain temps d'ailleurs. Sabrina, artiste. Comment ça va, ma chère Sabrina? Ça va et vous? Comment vous allez? Bonjour. Salut. Sabrina, Comment ça va, Sabrina? Salut tout le monde. Salut, ça me fait plaisir. J'ai du mal à joindre l'antenne depuis tout à l'heure. Je voulais faire une surprise. Ça me fait très plaisir déjà de faire un coucou à tout le monde, aussi aux auditeurs, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas venue à Sabrina, tu vas bien? Rassure-nous, tu vas bien? Non, regarde, tu m'entends, ça s'entend que je vais bien. Oui, ça s'entend, c'est vrai. Voilà, comme on dit, tant qu'il y a le moral et le mental, on tient debout. Le reste, c'est juste un temps à passer. Mais tout va bien. Bon, eh bien écoute, ma chère Sabrina, ça fait bien plaisir. Est-ce que tu peux me donner 1 minute parce que j'appelle aussi pour un 8 mars et j'aimerais aussi transmettre mon opinion à ce sujet. Je te donne 1 minute effectivement parce qu'apraprès j'ai la pub. Alors vas-y, je t'en prie. Ça marche. Chère femme, si tu te trouves belle, t'es orgueilleuse. Si tu ne te trouves pas assez belle, tu manques de confiance en toi. Si tu rembarres les hommes qui s'intéressent à toi, t'es froide. Si tu acceptes de parler avec ces hommes, tu es chaude. Si tu dis des choses qui dérangent, tu es une grande gueule. Si tu ne dis rien, tu es sans cervelle. Si tu pleures, t'es pas une vraie femme. Si tu ne pleures pas, t'es pas une femme. Si t'es trop gentille, t'es naïve. Si t'es dure, t'es un bonhomme. Si tu assumes tes formes, tu es une allumeuse. Si tu n'assumes pas tes formes, tu es une coincée. Si tu es pudique, t'es une extrémiste. Si t'es en maillot de bain, t'es une extrémiste aussi. Si tu te maries, t'es masculino-dépendante. Et si tu es célibataire, t'es masculino-indépendante. Si tu es divorcée, t'es masculino-enragée. Si tu vis seule, t'es une vieille fille. Si tu vis avec un chat seul ou avec des amis, tu es dépendante aux glaces à la vanille, croquettes pour chat et abonnée à Antimec Magazine. Si tu vis chez tes parents, t'es la fifi à tes parents. Si t'es intelligente, t'es une castratrice. Si t'es cultivée, t'es hautaine. En fait, si seulement on pouvait juste laisser la femme vivre sans toutes ces étiquettes qui lui collent à la peau. Cette femme, pourtant, c'est ta mère, ta fille, ta sœur, tout autant que cette étrangère que tu croises dans la vie et dans les réseaux. Que la paix l'emporte. Merci Sabrina, super. La justesse des mots, toujours superbe. Nickel Fatima. Bah, écoute, merci ma chère Sabrina. Tu reviens vite? Tu reviens vite Sabrina, hein? Ah bah tu t'en doutes. Bon, très vite. Super, ça s'entend. Merci beaucoup Sabrina. Bon, qu'est-ce que vous en pensez rapidement là? Sabrina, toujours les mots justes, c'est magnifique. Ouais, absolument. Mais Fatima, Sabrina, on peut la suivre sur sa page Facebook, c'est Sabrina Gassim. Alors je sais pas si tu la suis Fatima, mais c'est plein d'enseignements, c'est plein d'amour, c'est piquant, c'est marrant, mais on est toujours bouleversé par ce qu'elle écrit en toute sincérité. Elle écrit formidablement bien d'ailleurs. C'est beaucoup de profondeur, beaucoup de réflexion, et même moi parfois qui suis venue intervenir pour dire un truc, elle a réussi à me faire bouger sur mes lignes quoi. Dans un instant, coup de cœur et un petit libertad exclusivement féminin. S'il y a des hommes, je raccroche. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum pour les quelques minutes qui nous restent avec les deux coups de cœur de Fatima Wassak et de Hanan Zawani. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors le coup de cœur, on va commencer, on va faire l'inverse par Fatima. C'est une femme que tu souhaites mettre à l'honneur aujourd'hui. Oui, alors c'est Aminata Traoré, donc on invite samedi, donc ça me permet de reparler de la journée de samedi. Venez nombreux, samedi 10 à la Générale à Paris. Aminata Traoré, une grande dame. Tout à l'heure je disais voilà, le féminisme il faut pas croire. Alors là je m'adresse en particulier aux jeunes femmes qui pensent que le féminisme c'est Caroline Fourest et Ni Pute Ni Soumise. Non, le féminisme ça peut être Aminata Traoré, une militante, une résistante
militante. Alors elle a été ministre au Mali. Elle se bat contre la France-Afrique. Elle se bat contre les programmes d'ajustement structurel des organisations internationales en Afrique qui pillent le continent, qui mettent à mal justement le sort de ces femmes africaines. Elle se bat pour un meilleur traitement des migrants, en tout cas contre les barrières qui sont imposées par l'Europe contre les migrants africains. Voilà, c'est une femme qui est féministe au sens noble du terme dans mon propos. Elle sera là, elle nous fait l'honneur de venir du Mali samedi à Paris. Elle va sortir bientôt, je me permets d'en parler, un bouquin qui s'appelle Femmes du Sahel, donc pour parler de son parcours, et donc voilà, c'était pour lui rendre hommage à nos aînés, dire qu'elles nous ont construites, qu'elles font ce que nous sommes politiquement et affectivement aussi presque ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Hanan Zawani pour nous parler de ces femmes palestiniennes. Alors exactement, donc un grand hommage à une résistance, à une lutte et un courage. Donc je vais poster sur la page tout à l'heure un texte de Ziad Medouk, donc qui est professeur, dis-moi Christophe. Directeur du département français de l'université d'Al-Aqsa à Gaza. Voilà, exactement. Donc justement à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, les Palestiniens qui ont un grand respect pour le rôle primordial joué par ces femmes-là rendent un grand hommage à ces femmes où qu'elles soient. Donc je vous invite à lire ce texte. Donc cet hommage à la femme palestinienne, donc début de notre lutte, titre de notre détermination, origine de notre savoir, exemple de notre résistance, chant de notre espoir, remède à nos blessures, richesse de notre terre, lumière de notre mémoire, ange de notre histoire, symbole de notre paix, sens de notre identité, terre de nos ancêtres. Elle est l'avenir de notre grande Palestine de paix, d'espoir et de justice. Voilà, donc un hommage à elle pour leur combat. Donc on met souvent en avant les morts palestiniens. On a également des femmes qui sont mortes en 2017. Donc l'année 2017, elle a connu la mort de plus de 15 femmes et jeunes palestiniennes, donc tuées par l'armée d'occupation israélienne. Donc notamment en Cisjordanie et l'arrestation de 40 femmes. Voilà. Oui, et Aït Hamimi qui est toujours en prison, 17 ans. Voilà, oui. Absolument. Merci beaucoup, Hanan. On postera donc ce poème, parce que c'en est un, signé Ziad Medouk, qui est un grand monsieur, pour qui évidemment on a beaucoup de respect, puisqu'il nous a, en 2014, pendant l'agression de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, il nous a justement raconté la guerre, l'agression au quotidien. Mesdames, j'ai été honoré de votre présence aujourd'hui. On a été ravis, un petit peu malmenés de temps en temps, mais il y a beaucoup de messages qui sont Ça veut dire qu'il y a encore passés. Du boulot. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail. J'ai beaucoup appris avec Fatima. Voilà. Ah, merci. Voilà. Et donc moi ce soir, on sait jamais s'il y a des auditeurs qui veulent venir. Donc j'interviens à Bobigny, donc à l'arène balbinienne, donc qui est un after work organisé par des citoyens, où justement je vais parler de ma vision de la femme balbinienne en 2050 et de manière beaucoup plus générale de ma vision de la femme des quartiers populaires et de la place qu'elle doit prendre justement dans la politique, voilà. Très bien. Eh bien, rendez-vous ce soir à Bobigny, ma chère Hanan, et rendez-vous samedi. C'est à la Trattoria, voilà. Et samedi, le 10 mars à 9h. La Générale. C'est à la Générale à Paris. La Générale à Paris dans le 11e. Et la page Facebook, c'est alors soit Réseau Clash en race, soit féminisme, conférence féminisme. C'est ce qu'on va faire, on va partager la page, Hanan. Qu'est-ce que t'en penses sur la page Christophe Le Grand Forum? Oui, on va faire ça, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Fatima. Tu reviens très vite parce que on peut plus se passer de toi. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup, Hanan, Fatima et Nadia qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Nadia Lazouni qu'on retrouvera très bientôt. Évidemment, gros bisous à elle. Et merci à Sabrina et à Maïssa aussi d'être intervenus aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous demain avec Tarek Mami et Anver de Santos sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous. Un rassemblement pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes est en cours, place de la République, depuis 15h40. Il s'agit de l'heure à partir de laquelle les femmes commencent symboliquement à travailler gratuitement. Heure symbolique pour représenter concrètement les inégalités de salaire entre les deux sexes. Plusieurs syndicats et associations féministes manifestent donc à Paris et dans plusieurs autres villes de France. Et par ailleurs, ce matin, cette Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement a présenté un
un plan d'attaque, une 50aine de mesures. Le principe d'un changement de nom du Front National a été validé par une courte majorité de militants, selon Marine Le Pen. Les militants frontistes avaient été invités à se prononcer sur ce changement de nom dans un questionnaire. Marine Le Pen qui proposera elle-même un nouveau nom dimanche lors du congrès du parti à Lille. Ce nouveau nom fera ensuite l'objet d'un vote des militants par courrier. 1 million de patients français ont abandonné le lévothyrox selon l'association Vivre sans thyroïde. Elle dénonce une crise sanitaire dont les autorités n'auraient pas encore pris la mesure. Un inventeur danois nie le meurtre d'une journaliste suédoise dans son sous-marin l'été dernier. Le corps de Kim Wall, 30 ans, avait été retrouvé découpé dans la mer Baltique. Le procès a débuté aujourd'hui à Copenhague. Peter Madsen affirme qu'elle est morte suite à une dépressurisation de l'appareil. Trop de fumigène au Parc des Princes avant-hier lors de l'élimination du PSG en Ligue des Champions de football. L'UEFA ouvre aujourd'hui une procédure disciplinaire à l'encontre du club. Y aura-t-il des sanctions? Décision dans 2 semaines. Football, ce soir, place au 8e de finale de la Ligue Europa. À 19h, l'Olympique lyonnais joue sur la pelouse du CSKA Moscou. À 21h05, Marseille reçoit l'Atlético Bilbao. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.